Cet après-midi, nous allons entendre les intervenants sur une session thématique qui s'intitule Mobiliser les savoirs expérientiels pour transformer l'offre médico-sociale. Point d'interrogation. Donc, nous aurons 3 interventions de 15 minutes chacune. Ces 3 interventions seront suivies ensuite d'un temps de discussion de 10 minutes réalisé par Emmanuel Simon, qui est maître de conférence à l'Université de Lorraine. Et ensuite, nous aurons un quart d'heure de questions aux réponses du public. En parlant des questions du public, nous vous invitons à poser vos questions par écrit dans l'onglet chat du petit menu qui s'ouvre lorsque vous êtes connecté à GoToWebinar. Et dans la mesure du possible, de bien vouloir indiquer l'intervenant à qui s'adresse la question lorsqu'elle est adressée à un intervenant bien spécifique. Alors plus précisément, maintenant nous entendrons Madame Emmanuelle Filion, enseignante-chercheuse à l'EHESP, et Monsieur Sébastien Saeta, ingénieur de recherche à l'EHESP également, qui parleront de la critique ordinaire des usagers en santé mentale. Ensuite, nous aurons une intervention de Madame Sophie Bourgarel sur le non-recours aux ESMS, profil et motivation. Sophie Bourgarel, qui est chargée d'études au CREAI délégation Guyane. Et pour finir sur cette session, nous aurons une intervention de Madame Ève Gardien, maître de conférence à l'Université de Rennes 2, sur les savoirs expérientiels au cœur de l'accompagnement et du soutien par les pairs. Je propose de démarrer sans plus attendre la première intervention de Madame Emmanuelle Filion et de Monsieur Sébastien Saeta. D'abord, bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Merci à la CNSA aussi pour le financement de ce programme qu'on va vous présenter qui s'appelle Proplein concernant la critique ordinaire des usagers en santé mentale. Donc, nous analysons dans ce programme le processus d'émergence des plaintes, leur traitement au sein des établissements ainsi que leurs effets sur l'institution. Donc, Sébastien et moi-même, nous représentons ici une équipe de 6 sociologues. Outre nous deux, Lucie Le Chevalier-Hurard et Pierre Vidal-Naquet qui ont plus spécifiquement travaillé sur le volet personnes âgées dépendantes EHPAD et Anna Marquez et Julie Minoc qui ont davantage travaillé sur le volet psychiatrie. Alors c'est un programme porté par le HESP qui a débuté fin 2018 et qui s'achèvera cet été. Alors, nous avons élaboré ce programme en référence au contexte de démocratisation de la santé qui s'est engagé au début des années 2000 et qui entend favoriser l'expression des usagers, sa prise en considération, la prise en considération également de leur savoir expérientiel dans les pratiques de soins et d'accompagnement. Donc, cette démocratie en santé, elle s'est accompagnée d'un nouveau cadrage normatif, d'une multiplication de dispositifs, de procédures, etc., qui ont transformé les organisations des établissements, notamment avec les CDU, les CVS, les évaluations internes, externes, le développement des services qualité, etc. Ça a également transformé considérablement les pratiques des professionnels, puisque ceux-ci doivent rendre de plus en plus de comptes sur leur activité, doivent reporter, partager des informations, coordonner des interventions, rechercher le consentement des usagers, individualiser les soins et l'accompagnement, voire développer un service à la personne. Donc, c'est un processus qui a fait l'objet de nombreux travaux qu'on ne peut pas citer ici, mais l'impact sur la vie quotidienne au sein des établissements nous semblait moins documenté, d'où notre programme. Alors, la question matricielle de notre recherche, elle vise à comprendre dans quelle mesure la critique des usagers s'exprime au sein des établissements, comment elle est prise en compte dans la vie ordinaire des services, quelles sont les réponses apportées, et on a souhaité plus précisément investiguer le domaine de la santé mentale en psychiatrie et en EHPAD, où les patients ou résidents, dans l'un ou l'autre cas, sont fragilisés à plusieurs titres, du fait de leur état,
et du fait de leur position asymétrique dans la relation de soins et d'accompagnement. Et c'est aussi un domaine de la santé où le soin et l'accompagnement peuvent prendre des formes parfois contraignantes. Alors, le terme de critique s'entend dans notre programme au sens de travail critique, qui s'exprime sous des formes très diversifiées, plus ou moins formalisées. Et nous n'allons développer ici dans cette présentation que le volet des critiques ordinaires exprimées dans la vie quotidienne des services. On laisse de côté les critiques plus formalisées qui sont traitées dans un autre volet de l'enquête. Alors, cette notion de critique, elle recoupe celle de savoir expérientiel, mais sans se confondre avec elle. Toute critique ne relève pas d'un savoir expérientiel, mais elle s'appuie plus souvent sur une expérience et elle peut ou non acquérir le statut de savoir aux yeux des usagers et ou des professionnels. Alors, parmi nos hypothèses de départ, nous avons considéré que la fragilité d'état et de position des usagers n'empêche pas l'expression de leurs préférences, mais qu'elle peut néanmoins brouiller le message, l'expression. Elle peut également induire des formes de disqualification de la part des professionnels, et contexte qui rend fréquemment les réponses à apporter par les professionnels très incertaines, souvent instables, parfois en contradiction avec les demandes énoncées. Et notre objectif est donc d'identifier et d'analyser le processus et les différentes modalités d'expression des usagers au sein des EHPAD et d'unités en hôpital, en établissement psychiatrique. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir quelle est la place de la critique des usagers dans le processus de soins et d'accompagnement, quelles sont les conditions d'une meilleure prise en considération de cette critique comme possible savoir en santé mentale. Alors, je ne vais pas détailler la méthodologie, mais nous avons mené une enquête quasi exclusivement avant l'épidémie de Covid, une enquête de nature sociologique qualitative de type ethnographique sur 3 terrains, un EHPAD en milieu rural et 2 unités psychiatriques en Île-de-France. Je passe la parole à Sébastien pour vous présenter les résultats de cette enquête. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc les résultats que nous vous présentons aujourd'hui, je le rappelle, portent donc exclusivement sur la critique dans l'ordinaire des services. Et nous nous attarderons aujourd'hui d'abord sur les modalités concrètes d'expression des résidents et des patients, puis sur la réception, mais aussi l'usage que les professionnels font de la critique et de l'expérience des usagers, en cherchant à savoir si ces critiques et cette expérience sont ou non source de savoir pour eux et les amènent à modifier leurs pratiques. D'abord donc, comment s'expriment les résidents et patients dans la vie ordinaire des unités psychiatriques et des EHPAD? À ce sujet, un premier contraste s'impose quand on rentre dans un EHPAD et dans une unité psychiatrique, dans la mesure où l'EHPAD apparaît plutôt comme un lieu silencieux où on n'entend guère les résidents s'exprimer, alors que l'unité psychiatrique s'avère, elle, potentiellement bruyante et concernée par ce que nous avons appelé un bruit de fond, avec des personnels et des visiteurs fréquemment sollicités et interpellés par les patients, mais aussi avec des formes d'expression parfois spectaculaires, cris, manifestations verbales, manifestations comportementales, etc. Dans les 2 cas, on remarque aussi que la critique peine souvent à émerger, et ce, pour différentes raisons. D'abord parce que des usagers ne s'expriment pas. Certains ne le souhaitent pas, et ce, même lorsqu'ils y sont encouragés, et préfèrent s'en remettre aux professionnels. D'autres encore s'autocensurent du fait qu'ils ne se sentent pas légitimes. On pense à des patients qui considéraient qu'ils ne s'exprimaient pas assez bien, du fait aussi qu'ils anticipent et appréhendent les réactions des soignants et préfèrent faire profil bas, comme une patiente qui disait qu'elle avait intérêt à se taire et ne souhaitait pas rentrer en conflit avec les professionnels, mais aussi par fatalisme. On pense à une patiente qui nous disait à quoi bon, ils n'écouteront pas. La critique peine également à émerger du fait que la parole des usagers est parfois peu audible, du fait d'une multiplicité de raisons là aussi. Alors premièrement, des raisons qui tiennent aux spécificités de certains usagers, dans la mesure où des personnes âgées dépendantes et des personnes avec un trouble psychique peuvent avoir des capacités communicationnelles parfois très altérées, peuvent être parfois délirants ou tenir des propos très stéréotypés. On pense à une dame en EHPAD qui répétait souvent parfois
qui répétait parfois pendant très longtemps « mama, mama », ou un monsieur en psychiatrie qui tournait devant le bureau des infirmiers en posant toujours la même question. La critique peine également à émerger pour des raisons d'organisation de la vie des services. En EHPAD, les personnes sont souvent seules dans leur chambre, qui est un espace privé, et les échanges avec les professionnels se font souvent en tête-à-tête à l'occasion des toilettes et des soins. En unité psychiatrique, en revanche, les patients sont très présents dans les espaces communs et n'ont pas toujours accès à leur chambre, qu'ils partagent aussi souvent avec d'autres patients, et ils n'ont pas non plus toujours accès à leurs effets personnels. Ainsi, à chaque fois qu'un patient veut une cigarette, récupérer un traitement, téléphoner, etc., il sollicite un professionnel, le plus souvent occupé à une tâche, ce qui l'oblige donc soit à s'interrompre pour répondre à la sollicitation, soit à refuser ou différer la réponse. Il s'ensuit ainsi peu d'échanges collectifs entre résidents d'EHPAD et très peu de partage et de collectivisation de l'expérience, alors donc que certains des patients des unités psychiatriques parlent beaucoup entre eux, notamment des conditions et modalités de leur hospitalisation, mais cela semble toujours parvenir cependant à trouver chez les professionnels la disponibilité espérée. Alors, concernant maintenant la réception par les professionnels de cette parole et leur rapport à l'expérience des usagers, on remarque que la situation est très contrastée entre l'EHPAD et les unités psychiatriques. En EHPAD, les professionnels et les proches sont engagés dans une mission de porte-parole de résidents qu'ils connaissent bien, qu'ils essaient même de connaître avant leur entrée en EHPAD, et qu'ils connaissent trop longtemps puisqu'ils resteront presque toujours jusqu'à leur mort. Mais cette mission est complexe, faite d'interrogations, de réévaluations, d'échanges formels et informels, dans le cadre de rencontres avec la famille, des réunions professionnelles dédiées en plus des discussions de couloir, dans des transmissions, etc. L'expérience du grand âge fait l'objet souvent d'un travail d'interprétation, de traduction pour en faire une ressource et un savoir professionnel. Travail, précisons-le, qui est toujours recommencé, car les résidents et leurs besoins évoluent au cours de leur séjour et que les résidents sont souvent de moins en moins en capacité de s'exprimer. Travail aussi complexe, on le précise, dans la mesure où les professionnels doivent s'assurer d'avoir bien compris l'usager. À ce sujet, l'accès à l'expérience présente du résident est souvent opéré à partir de son expérience passée. On sait par exemple que cette dame aimait la musique, être dehors, faire des choses manuelles, etc. Et on va ainsi favoriser la poursuite de ses habitudes. Ce qui d'ailleurs est favorisé par le recrutement local et en milieu rural des résidents et professionnels de cette EHPAD. Aussi, rien de tel dans les unités psychiatriques que nous avons étudiées, où personnel et patients n'ont aucune raison de se connaître avant, du fait d'un recrutement qui s'opère sur un vaste et dense territoire, un grand secteur, et du fait que la durée des séjours, pour la plupart, sont relativement courtes. Il y a bien des patients chroniques ou des patients qui reviennent régulièrement pendant des années, et on voit d'ailleurs dans ce cas que l'interconnaissance peut être mobilisée pour comprendre l'expérience et la parole du patient, mais les séjours sont censés se limiter à la gestion de crise. Ainsi, à l'inverse des EHPAD, les professionnels ont plus souvent recours à l'anticipation et au futur pour gérer l'expérience présente des patients. Le soin et l'accompagnement sont construits dans la perspective de la sortie et sur des temps théoriquement courts. On remarque aussi dans les unités psychiatriques qu'on a observé des espaces de parole et de partage collectif d'expériences entre patients et professionnels, et en particulier donc des réunions soignants-soignés, où tout le monde est invité et où les patients sont sollicités pour y poser les questions dont ils veulent débattre collectivement. Toutefois, on a remarqué que ces espaces restent en partie formatés à l'échelle locale par les professionnels du soin et n'existent par exemple qu'à l'initiative des personnels. Dans l'une de nos unités, c'était la responsable d'unité, dans l'autre, c'était la psychologue. Aussi, même si les thématiques sont amenées par les patients, le périmètre des discussions est souvent défini par les professionnels qui écartent certaines thématiques, comme des thématiques par exemple estimées trop individuelles, les médicaments, la sexualité, etc., ce qui peut alors constituer une barrière pour toutes celles et ceux qui peinent à s'exprimer d'emblée sur un registre de montée en généralité. Ainsi, les réunions tournent autour de certains thèmes comme l'hygiène, la nourriture, la sécurité et les vols et la disponibilité des professionnels, ce qui peut susciter paradoxalement l'insatisfaction et l'agacement des professionnels et conduire à des formes de disqualification du dispositif. On parle tout le temps de la même chose, ça tourne en rond, etc. Concernant maintenant la manière dont les professionnels vont mobiliser et prendre en compte la critique des usagers, nous tenons d'abord à souligner que sur nos terrains, on a observé une politique générale d'attention et de prise en considération de cette critique. Pour autant, nous avons constaté un travail de filtrage, dans la mesure où toute critique n'est pas nécessairement entendue et où toute expérience n'est pas nécessairement reconnue comme source de savoir. Les formes d'expression demeurent d'abord dans le bruit de fond. Ensuite, des remarques ou critiques restent sans réponse, donnent lieu à des réponses routinisées qui font réponse aux demandes des critiques stéréotypées, voire font l'objet de disqualifications qui peuvent être associées ou non à la pathologie. Pour prendre un exemple, les professionnels peuvent répondre à la critique des patients
à l'égard de l'état de l'unité, qui pouvaient dire les toilettes sont dans un état lamentable, en leur attribuant la responsabilité du problème, et ce, soit en médicalisant leur comportement à travers la notion d'incurie, soit en les désignant comme des personnes mal éduquées, soit en désignant leur comportement comme une forme de contestation et l'expression d'un mécontentement. On observe aussi au sein des services une économie de l'attention qui varie en fonction des services observés et des moments, on précise, dans la mesure où les professionnels estiment que des thématiques sont dignes ou non d'intérêt et relèvent ou non de l'expertise des usagers. On remarque à ce sujet que l'expertise reconnue des résidents patients est celle qui s'avère focalisée sur leur expérience individuelle en EHPAD et sur des enjeux de la vie quotidienne en psychiatrie. Et ce, conformément aux objectifs que s'est fixé l'institution, dans un cas incarné par un directeur d'EHPAD qui vise à produire un service d'accompagnement individualisé et à susciter la satisfaction des résidents et des familles, et dans un autre cas, dans une responsable d'unité de psychiatrie qui cherche à pacifier la cohabitation au sein de l'unité, souvent en proie à des tensions, et à produire un environnement plus thérapeutique. La prise en compte ou la préférence de l'usager s'avère aussi parfois difficile du fait d'abord des contraintes collectives. Les horaires des repas sont par exemple estimés difficilement négociables. Et elle s'avère aussi difficile du fait que les professionnels de première ligne manifestent parfois leur difficulté à se montrer à l'écoute, du fait par exemple de la multiplication des tâches, d'un sentiment de surcharge, mais aussi d'un sentiment d'isolement. Et on pense à l'une des unités de psychiatrie où les soignants de première ligne sont perpétuellement en contact avec les patients, alors que les médecins et d'autres catégories de professionnels ont leur bureau, eux, dans une autre partie de l'unité inaccessible aux patients. Nous avons également identifié les tensions possibles entre écoute et bientraitance des usagers d'un côté et écoute et bientraitance des professionnels de l'autre, spécialement des professionnels de première ligne. Ces derniers pouvaient parfois exprimer un sentiment de non-reconnaissance de leur travail et de leur propre savoir et expérience, en particulier de la part des médecins. J'en viens aux perspectives pour l'action publique et je cède pour cela la parole à Emmanuel. Merci. Alors, nos résultats invitent à développer les conditions matérielles et culturelles en vue de favoriser la réflexivité entre professionnels et usagers, en vue de favoriser également une éthique de la délibération, du doute, du côté des pratiques professionnelles. Alors, on a identifié deux niveaux sur lesquels il nous semble intéressant de porter une attention particulière, c'est celle le niveau des savoirs, notamment sur la question de la valorisation des savoirs professionnels et notamment des savoirs professionnels, des professionnels de première ligne, dans des actions de formation, par exemple, mais pas seulement, qui leur permettraient de consolider leurs compétences en matière de prise en considération de l'expérience des usagers. Et un autre point important nous a semblé d'essayer de désamorcer les possibles tensions qui émergent lorsque les savoirs expérientiels des usagers sont opposés aux savoirs professionnels et de l'intérêt d'essayer de les mobiliser de façon articulée et conjointe. L'autre niveau aussi sur lequel il nous semble important de porter une attention particulière, c'est celle des organisations des espaces et des organisations du travail, notamment en essayant d'éviter la production d'espaces ségrégatifs qui sont possiblement conflictuels, ce qui suppose de jouer à la fois sur les plans architecturaux, géographiques, mais aussi matériels et symboliques. Un des points névralgiques aussi concerne la multiplication des tâches qu'évoquait Sébastien, et desserrer cet étau paraît une condition nécessaire pour créer les conditions d'une posture ouverte de la part des professionnels. Autre point névralgique qu'on a identifié sur le terrain, c'est que le turnover à l'intérieur des services, le travail intérimaire sont peu compatibles avec l'interconnaissance, avec la compréhension et la prise en considération de l'expérience des usagers. Elles sont peu compatibles également avec la délibération et un ajustement fin des pratiques en situation, et du coup, il nous paraît tout à fait important de soutenir l'attractivité et la pérennisation des métiers, ça a déjà été évoqué ce matin. Enfin, il nous paraît important aussi de produire des espaces et une culture d'échange collectif
notamment via des réunions soignants-soignés, des réunions de supervision, des réunions de synthèse. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de créer des dispositifs obligatoires, mais ce qu'on a pu constater, c'est que sur nos terrains, c'était, malgré leurs limites, des espaces où on pouvait effectivement faire des retours, des ajustements et affiner de manière adaptée l'action et les échanges. Et force est de constater qu'il y a aujourd'hui encore, même si ce n'est pas le cas sur nos terrains, beaucoup d'établissements et de services où ce type de réunion, d'espace collectif n'existe pas, ou sont très faibles, sont éventuellement désinvestis, voire disqualifiés comme des leurres démocratiques. Donc, c'est voilà, un endroit où il paraît important d'agir. L'autre point sur lequel on voulait mettre un petit peu l'accent, c'est sur le fait que cette réflexivité ou cette éthique de la prudence, ça ne se décrète pas de façon descendante, et on voulait insister du coup sur la nécessité de privilégier une démarche pragmatique plutôt qu'une démarche normative, ce qui implique de travailler sur les environnements pour les rendre propices à l'échange et à la circulation et aux ajustements. Voilà, je crois qu'on a été un petit peu long, donc je m'arrête là. Et excusez-moi pour le petit retard. Voilà, nous avons travaillé à partir d'un appel à projet de 2017 sur les dispositifs et modalités d'accompagnement de l'IRESP et de la CNSA. Nous, c'est l'ANCREAI, l'Association nationale des créailles, qui était composée pour cette étude de 4 créailles, PACA Corse, où je travaillais à l'époque, Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est. Alors, ce projet, pourquoi est-ce qu'on a souhaité travailler sur le non-recours? Eh bien, parce que dans le cadre de différents travaux, nous nous sommes aperçus qu'une proportion importante de personnes qui avaient reçu des notifications, personnes en situation de handicap qui avaient reçu des notifications vers un établissement ou un service spécialisé, ne s'inscrivaient pas en liste d'attente. On s'est posé la question pourquoi? Et pour y répondre, on s'est donné un certain nombre d'objectifs. On a souhaité, dans le cadre de ce projet, identifier les motifs des personnes qui n'utilisaient pas leur orientation, décrire les stratégies déployées par les personnes en alternative à l'établissement ou aux services médico-sociaux, ce qui nous permettait de repérer les besoins non couverts. Diapo suivante. Alors, comment on est parvenu? La méthodologie, ça a été de contacter 4 MDPH de nos 4 régions respectives, des créailles engagées. Et on a demandé aux MDPH de nous fournir des listes de personnes handicapées qui avaient une notification, mais d'après ce que les MDPH pouvaient identifier, qu'ils ne paraissaient ni admises en établissement, ni inscrites en liste d'attente. Ce travail a été facilité dans les MDPH qui étaient déjà avec Via Trajectoire. Et puis, moi, personnellement, dans le Var, la MDPH n'avait pas Via Trajectoire, ce qui fait qu'on a eu une liste de notifications qui ne correspondait pas tellement aux attendus, mais ça nous a permis de passer énormément de coups de fil et de parler avec beaucoup de gens. Alors, le champ, c'est les établissements et services médico-sociaux en dehors de tout ce qui était... auquel on a accès par notification, en dehors des ESAT et tout ce qui est lié au travail. On a réalisé plusieurs centaines, enfin en ce qui me concerne, d'entretiens téléphoniques, mais on en a eu 103 où les personnes satisfaisaient exactement à nos demandes, à notre champ d'enquête. Ces entretiens téléphoniques, ils ont été faits à partir d'une grille, bien sûr, standardisée, grille qui était centrée sur le motif de la non-inscription en liste d'attente, les contacts préalables qui avaient pu être pris avec un établissement ou service notifié, les solutions alternatives qui avaient été mises en place par les familles ou les personnes, le souhait des familles en matière d'accueil ou de prise en charge ou d'accompagnement, et l'existence de prescripteurs d'établissements ou services. Pour compléter ce point de vue des personnes, on a souhaité avoir des entretiens avec des équipes pluridisciplinaires, ce qui s'est déroulé pour 8 entretiens d'équipe. La suivante. Alors les résultats, on a un profil d'abord des personnes en non-recours.
On a eu 48 enfants et 55 adultes en non-recours. 70% étaient de sexe masculin, ce qui est un pourcentage assez habituel dans le secteur du handicap. 70% des personnes vivaient chez leurs parents, alors c'est normal pour les enfants, mais par exemple, on a 19 personnes de 30 ans ou plus qui vivent encore chez leurs parents. On avait une surreprésentation du handicap psychique ou moteur chez ces personnes en non-recours. 38% de ces personnes n'avaient jamais fréquenté un établissement ou un service médico-social spécialisé dans le handicap. Dans notre échantillon, on s'est aperçu qu'on avait aussi une surreprésentation de personnes orientées en foyer de vie. Les foyers de vie accueillent des personnes avec une relative autonomie. Et une sous-représentation des jeunes orientés en service de soins à domicile, et donc des enfants aussi qui souvent ont un handicap assez léger. Et la moitié de ces personnes n'avaient pas contacté d'établissement ou de service à la suite de leur notification. Diapo suivant. Alors, justement, sur ces personnes qui ont… Les personnes qui ont contacté un ESMS, celles qui ont contacté un ESMS, pourquoi sont-elles en non-recours? Eh bien, d'abord, ça peut être leur choix, du fait des personnes elles-mêmes. C'est parce qu'elles ont fait le constat, en contactant le SMS, elles ont fait le constat d'une inadéquation entre l'offre et leurs attentes. Elles peuvent aussi, ça peut être excluant du constat précédent, elles peuvent aussi préférer la solution actuelle qu'elles ont mise en place à leur domicile. Et puis parfois aussi, c'est la situation d'un découragement face au manque de place et au temps d'attente qui est amorcé par l'établissement ou le service contacté. Ce non-recours, il peut être lié à la réaction de l'établissement ou du service. Certains ESMS estimaient qu'ils n'étaient pas à même de répondre aux besoins identifiés des personnes. Les ESMS aussi signalaient le manque de place disponible dans un laps de temps raisonnable. Et dans de plus rares cas, c'est le fait de l'éloignement géographique. Dans tous ces cas, dans ces deux cas, pas seulement du fait des ESMS ou des personnes elles-mêmes, on constate qu'il y a une inadéquation offre-demande, le manque de place intervient et qu'il y a peut-être aussi des représentations erronées de part et d'autre, c'est-à-dire des personnes et des ESMS, de ce qu'elles sont réellement. Diapo suivant. Après, dans notre échantillon, il y a des gens qui n'ont pas contacté de SMS. Pourquoi? 45% parce qu'ils n'avaient jamais souhaité cette orientation au SMS. Ils avaient fait un dossier à la MDPH pour d'autres choses. Ce qui nous montre que des professionnels conseillent, voire choisissent, entre guillemets, l'établissement ou le service pour la famille ou la personne, et les personnes ne s'en saisissent pas. Parmi les gens qui n'ont pas contacté de SMS parce qu'elles sont en accord avec la solution alternative qu'elles ont mise en place, et puis 25% de ces personnes qui n'ont pas contacté de SMS ont aussi souhaité uniquement sécuriser leur parcours, c'est-à-dire qu'en cas de nécessité, en cas de changement de la situation, en cas d'urgence, elles pourraient activer une notification pour aller dans un établissement ou un service. Diapo suivant. Alors, on parlait de solutions alternatives. Quelles sont les solutions alternatives qui ont été mises en place par ces 103 familles ou personnes de l'échantillon? La moitié des personnes interrogées ont une solution alternative qui est étayée par les professionnels libéraux. Les professionnels libéraux les plus cités, ce sont les orthophonistes, les kinésithérapeutes et les psychologues. On a, alors attendez, j'ai peut-être un truc à vous dire de plus. On s'aperçoit que sur ces moitié de personnes qui ont eu une solution alternative, on a une majorité qui ont des professionnels libéraux uniquement qui interviennent, quand une minorité a des professionnels libéraux plus d'autres accompagnements en parallèle. C'est par exemple le cas de 18 jeunes sur 48 qui sont en ULIS. Mais dans ces personnes qui ont une solution alternative, on a aussi 12% de personnes en non-recours qui n'ont aucun accompagnement alternatif. Diapo suivant. Alors, on a souhaité parler aux équipes pluridisciplinaires d'évaluation parce qu'on voulait avoir leur point de vue sur ces orientations qui sont prononcées sans la demande des personnes ou des familles pour vérifier d'abord que ça pouvait être le fait. Alors, oui, c'est un fait qui est vérifié. Les MDPH, les équipes pluridisciplinaires d'évaluation et derrière elles, les CDAPH, orientent pour sécuriser un parcours
sans forcément avoir l'accord de la personne. Les équipes pluridisciplinaires d'évaluation des MDPH signalent que le nouveau formulaire de demande qui est rempli par les familles ou les personnes permet de pouvoir proposer des choses qui ne sont pas demandées par les familles. Alors, en parlant avec les équipes pluridisciplinaires, on s'est aperçu que certaines CDAPH avaient le temps de contacter, ou certaines équipes pluridisciplinaires avaient le temps de contacter les familles pour leur dire, voilà, on décide ça, vous ne l'avez pas demandé, mais voilà pourquoi, est-ce que vous adhérez, etc. Quand d'autres MDPH n'avaient absolument pas le temps de faire ça. Et on s'est penché sur le nombre de décisions qui peuvent être prises par équivalent temps plein dans une MDPH qui aurait pu faire comprendre pourquoi certains ont le temps et certains n'ont pas le temps. Et on s'est aperçu que les ETP varient du simple au double par nombre de décisions prises. Donc, c'est un constat fort d'inégalité entre les personnes. Diapo suivante. Ce travail nous permet aussi de tenter une typologie du non-recours aux ESMS spécialisés dans le handicap. On s'est aperçu que 42% des personnes interrogées est en non-recours qu'on peut appeler subi, même pas choisi. Le non-recours subi, c'est surtout le fait des familles qui ont des enfants. Pourquoi subi? Parce qu'elles ont essuyé un refus d'admission par un ou plusieurs établissements, parce qu'elles ont fait le constat de cette inadaptation de l'offre aux besoins, même s'il n'y a pas eu forcément de refus d'admission exprimé clairement. Il y a un découragement aussi devant la complexité de l'accès à l'établissement. Il y a des difficultés d'accessibilité, puis il y a aussi des gens qui n'ont même pas reçu de réponse de l'établissement. Il y a aussi des personnes donc, dans cette typologie qui sont en non-recours choisi. C'est 54% des personnes interrogées. C'est surtout le fait d'adultes. Elles adhèrent pas du tout au principe de l'offre, la manière dont l'offre est organisée, ce qu'elle propose. Elles préfèrent leur alternative d'accompagnement actuelle, même si souvent cette alternative d'accompagnement elle est un peu pauvre, il n'y a qu'un ou deux professionnels. Sur les 49 personnes ou familles qui ont des professionnels libéraux qui interviennent, et sur ces 49, il y en a 25 qui n'ont qu'un seul professionnel, par exemple. Ensuite, ce non-recours choisi, c'est aussi lié au fait que les gens demandent des notifications de sécurité pour le cas où il y aurait des urgences de la vie qui fait qu'on pourrait avoir besoin d'un établissement ou un service. Et puis, il y a aussi le non-recours choisi parce que les gens n'étaient pas du tout demandeurs d'un établissement. Après, il y a eu une petite partie de non-recours par mauvaise connaissance du circuit, mais ça, c'est plus un problème d'échantillonnage. Diapo suivante. Alors, vous souhaitiez savoir qu'est-ce qu'on pouvait imaginer comme retombée potentielle du projet, comment ces connaissances éclairent les transformations à venir. En fait, ce qui a émergé de tous ces entretiens qu'on a eus, c'était le souhait fréquent d'une vie à domicile et d'avoir à domicile une solution sur mesure. Donc, bien sûr, ça montre qu'il y a un refus des solutions institutionnelles et ça plaide pour le déploiement de services de guidance et d'appui qui interviendraient à la demande, qui étayeraient les solutions sur mesure que les familles tentent de construire. Certaines y arrivent bien, d'autres bricolent. Et ça permettrait de solidifier ces solutions. Alors, c'est pas la peine d'inventer de nouvelles choses. Ces modes d'accompagnement qui sont centrés sur la personne, qui respectent les demandes exprimées, ça existe déjà. C'est par exemple l'assistant au parcours de vie qui a été créé par Trisomie 21 et qui est diffusé maintenant par la DAPI. C'est le référent parcours santé de l'Association française de myopathie qui existe depuis plusieurs années. Ces modes d'accompagnement, ils permettent à la fois l'inclusion et la sécurisation des parcours, parce que c'est ce qui apparaît dans cette étude, c'est que les gens qui construisent leurs propres solutions, le parcours n'est pas du tout sécurisé. Il s'appuie uniquement sur les personnes, sur les familles qui ne sont pas des professionnels et qui ne savent pas forcément quels sont les meilleurs intervenants pour eux. Ces modes d'accompagnement, en plus, ils sont modélisés et ils peuvent être reproduits par les professionnels, donc c'est tout aussi facile d'avoir donc des transformations à mettre en place.
autre transformation sur un autre sujet qu'on pourrait imaginer, mais ça fait partie des demandes qui existent depuis plusieurs années maintenant, depuis l'existence des MDPH peut-être. Et il paraît complètement nécessaire pour qu'il y ait un traitement égal des personnes sur le territoire de doter les MDPH d'un nombre d'équivalents temps plein en rapport avec le nombre moyen annuel de dossiers traités. On voit bien que là, dans certaines MDPH, les équipes avaient le temps de joindre les familles, de leur téléphoner, de leur demander leur assentiment sur des décisions qui étaient prises, même si elles n'étaient pas demandées, tandis qu'il y a d'autres MDPH qui fabriquent des notifications, qui n'ont pas le temps de qui n'ont pas le temps de se renseigner, qui n'ont pas le temps de les éclairer. Donc, ça permettrait aussi, il faudrait aussi permettre aux MDPH et aussi dans le système d'information de différencier parmi les personnes qui ont été orientées, celles qui ont une orientation, pardon, ouais, ma caméra a sauté. Ça serait bien de pouvoir permettre au système d'information des MDPH de pouvoir différencier les orientations qui sont demandées par le bénéficiaire, celles qui sont avec un besoin immédiat, celles qui sont pour une orientation de sécurité, qui n'ont pas vocation à être utilisées rapidement, et puis les orientations proposées unilatéralement par la MDPH. Ça permettrait de savoir qui est réellement en attente urgente, potentielle, ou peut-être jamais. Et puis enfin, il paraît indispensable, et ça fait plusieurs fois aussi qu'on en parle, de rendre facile à comprendre les notifications envoyées aux familles, et puis d'accompagner ces notifications envoyées aux familles, parce qu'elles sont pas bon, elles sont difficiles quand même si on les rendait faciles à comprendre. Je pense que c'est intéressant de pouvoir passer un coup de fil et de pouvoir rencontrer les familles. Voilà, j'ai terminé. Bien, bonjour. Donc, le programme, je vais vous présenter, s'appelle le programme Expert, PAIRS, et donc est principalement centré sur les savoirs expérientiels, mais aussi le lieu de prédilection de leur production, de leur coproduction très exactement, donc les accompagnements et les soutiens par les pairs. C'est un programme qui s'inscrit dans un développement national actuel de l'accompagnement et du soutien par les pairs. Alors, quand la réflexion a démarré dans les années 2010-2011, on ne pouvait pas du tout parler de déploiement national. Beaucoup des acteurs de terrain, des politiques, mais également le monde de la recherche ne connaissait pas nécessairement les accompagnements et le soutien par les pairs, alors qu'aujourd'hui, il y a déjà en place un déploiement national par l'action publique de l'accompagnement et du soutien par les pairs. Quelques exemples, les GEM, qui sont plutôt du soutien, et là qui datent d'un déploiement national depuis la loi 2005, mais en réalité, le tournant est autour des années 2010 avec un Chez Soi d'abord, qui a été d'abord un modèle expérimental qui a démarré en 2011-2012 et qui a recruté des médiateurs santé-pairs avec le développement des médiateurs santé-pairs en psychiatrie. Ça a démarré grosso modo en 2012. La réponse accompagnée pour tous et son axe 3 qui focalisait donc sur le déploiement de l'accompagnement et soutien par les pairs. Et là, c'est à partir de 2015. La loi de modernisation du système de santé 2016 qui a lancé un appel à expérimentation à l'autonomie en santé et qui a reçu un certain nombre de propositions qui étaient portées très largement par des associations d'usagers, pas seulement, mais notamment. Voilà. C'est également dans le contexte une volonté donc récente, la moitié à partir de 2015, on va dire, hein, des acteurs institutionnels et des professionnels, au-delà simplement des politiques publiques, hein, de mettre en œuvre donc ces accompagnements et soutiens par les pairs. Et on a actuellement un exemple intéressant qui est celui du projet EPOP, qui veut dire Empowerment et Participation des personnes en situation de handicap, et qui est porté par un consortium de fédérations du secteur social médico-social français. Les objectifs de ce programme sont d'abord donc de mieux comprendre les pratiques d'accompagnement et de soutien par les pairs, donc avec un premier axe qui est de la description et l'analyse
des différentes pratiques concrètement de soutien et d'accompagnement, mais aussi de comprendre ces pratiques dans leur contexte de déploiement et de comprendre les effets de ces contextes sur ces pratiques. Autrement dit, dans quel secteur est-il possible ou pas et de quelle manière et sous quelle modalité et au titre de quel statut, avec quelle légitimité et en fonction de quelles difficultés ou au contraire en fonction de quels avantages, etc. Donc il y a tout un tas de spécificités qui sont liées à des contextes de déploiement, mais qui viennent impacter les pratiques elles-mêmes et les modifier. Voilà, et c'est donc ça qui nous intéresse, c'est les modifications de ces pratiques. Troisièmement, et troisième objectif du programme, l'objectif est donc d'identifier et de formaliser les savoirs expérientiels plus rares. Donc là, je vais revenir à la slide suivante sur pourquoi est-ce qu'on parle de savoir expérientiel plus rare. J'ai pas encore terminé avec celle-là. Mais sachez donc que voilà, l'idée n'est pas de simplement recueillir des savoirs expérientiels, mais véritablement de repérer ceux qui sont utiles et pertinents. Et donc, en réalité, ce sont ceux qui sont plus rares. Du point de vue, peut-être, la méthodologie, vous la voyez inscrite à l'écran. Donc, il y a 12 terrains d'enquête ethnographique, également un terrain d'historien avec des archives qui sont en cours auprès d'ONG qui pratiquent le soutien et l'accompagnement par les pairs. C'est un programme qui est transversal à plusieurs mondes sociaux, le handicap, les maladies chroniques, la santé mentale, les addictions. Du point de vue du recueil de données, il y a une triangulation de méthodes, observation directe, différents types d'entretiens, 3 types d'entretiens différents en réalité, analyse d'archives, mais aussi d'autres focus group, enfin, etc. C'est un nombre de méthodes en réalité. Et puis, du point de vue de l'analyse, il y aura bien sûr croisement de données et triangulation indirecte. Voilà. Peut-être pour vous représenter véritablement ce programme, vous dire que c'est un programme interdisciplinaire, que la sociologie est largement représentée, mais également l'anthropologie, l'histoire, la santé publique et également les sciences et techniques des activités physiques et sportives, puisqu'on s'intéresse également au savoir expérientiel portant sur le corps et l'usage du corps et du corps différent. Voilà, un certain nombre de partenariats qui peuvent être des partenariats régionaux, des partenariats nationaux et des partenariats internationaux. Pour exemple, au niveau régional, on travaille avec le CAPS Bretagne et l'IRESP Bretagne. Au niveau national, on travaille avec un observatoire santé mentale précarité, avec un web média en direct, avec un autre programme de recherche qui s'appelle ConfCaf. Et au niveau international, on travaille avec une chaire pour l'amélioration des soins dans un CHU à l'hôpital de Montréal. Et on travaille également avec l'école de médecine de Yale University. Voilà peut-être pour la présentation du programme. Et donc, s'il est possible de passer à la diapositive suivante. Merci beaucoup. Voilà. On a choisi, quand on a travaillé cette présentation avec l'IRESP, de focaliser davantage la présentation des résultats sur les savoirs expérientiels et le concept de savoir perjectif. Pour revenir très brièvement sur les savoirs expérientiels et pourquoi les savoirs expérientiels plus rares sont particulièrement intéressants, je vais d'abord revenir sur les savoirs expérientiels qui nous concernent, tout un chacun. Et alors, pourquoi est-ce que l'on peut affirmer ça? Simplement parce que dès notre naissance, dès sa naissance, le petit être humain commence à apprendre des expériences de sa vie quotidienne. Il apprend les couleurs, il apprend les matières, il apprend les sons, il apprend à mettre du sens. Et un peu plus tard, au bout de 2, 3, 4 ans, à mettre des mots sur le monde qui l'environne, et donc à comprendre ce qui l'entoure, à se comprendre, à comprendre autrui. Bref, il apprend le monde et il apprend à comprendre son expérience du monde, donc son vécu. Il est très couramment soutenu dans ses acquisitions par des adultes, par d'autres enfants, par des médias, par des jeux, des activités ludiques, etc. En tout cas, tout ce qui participe de son entourage et des milieux sociaux qu'il a l'occasion de fréquenter, comme l'école, peut-être une école de musique, un club de foot, sa famille, son voisinage, etc.
Et donc, progressivement, au fur des années, son expérience prend sens de manière de plus en plus fine, de manière de plus en plus aboutie, qui permet une action plus réfléchie, plus en lien avec ses propres motivations. Et quoi vous dire d'autre? Voilà, peut-être résumer tout ça en disant que la vie ordinaire, finalement, la vie de tout un chacun, c'est un processus de production, de transmission et d'appropriation de signification, donc de façon de penser le réel, donc de savoir sur le réel, qui permettent l'action, qui permettent de s'orienter, qui permettent de décider, de s'autodéterminer, qui permettent aussi de communiquer, parce que ça permet de produire du sens commun, parce qu'on s'approprie également les significations des générations antérieures, ou on s'approprie les savoirs qui nous sont transmis par l'école sur le monde, le réel, etc. Bref, notre expérience de la vie est alimentée par une quantité de savoirs qui nous ont été transmis par les mondes sociaux dans lesquels nous avons vécu, mais qui viennent donc complètement donner sens à notre expérience, comme notre propre réflexivité, notre façon de penser et d'articuler ces savoirs qui sont bien à notre disposition et l'expérience que nous avons du réel produit donc une sémantisation qui est également singulière, spécifique et dédiée à nos besoins propres. Ceci dit, il existe des savoirs expérientiels plus rares parce qu'ils sont reliés à des expériences qui sont moins fréquemment vécues et moins fréquemment partagées. Et c'est donc couramment le cas des savoirs qui sont issus de l'expérience du handicap, de la maladie chronique, des troubles de santé mentale. Et ça, c'est vraiment le cœur de cible, on va dire, du programme expert. Mais ça pourrait valoir également pour la grande pauvreté, la vie à la rue, les addictions, le fait d'avoir été accueilli pendant son enfance à l'aide sociale à l'enfance, etc., etc. Ce sont des expériences de vie bien moins fréquentes et pour lesquelles les milieux sociaux fréquentés ne mettent pas couramment à disposition des savoirs pertinents tout du moins. Par exemple, imaginez que pour une raison ou pour une autre, vous vous retrouviez de manière soudaine, de manière brutale, à vivre à la rue. Ce n'est pas parce que vous avez vu des personnes SDF dans certains films ou séries. Ce n'est pas parce que vous avez rencontré des personnes sans domicile fixe au bas je sais pas, du supermarché ou sur la place de la mairie, que pour autant vous savez vivre dans la rue. Voilà. Donc c'est pas parce que vous savez que ça existe dans le réel que vous avez les savoirs qui vous ont été transmis et les savoirs que nous avons intériorisés. Je peux tout à fait m'inclure, je fais partie des êtres sociaux qui vivent ce processus. Ce sont des savoirs qui nous ont intéressés. Et c'est la raison pour laquelle nous nous les sommes appropriés. Et c'est parce qu'ils faisaient sens pour la vie ordinaire que nous menions au moment où nous avons appris. Bien. Mais donc, il y a énormément de savoirs qui concernent des situations peu partagées, peu communes, et donc qui ne sont pas mis à disposition et qui ne peuvent pas être transmis de génération en génération, qui ne se retrouvent pas à l'école et qui ne se trouvent pas non plus dans les médias. Autrement dit, quand on se trouve dans ce type de situation rare, eh bien, une grande part des savoirs reste à inventer. Ils ne sont pas proposés, ils ne sont pas mis à disposition, et donc les individus se retrouvent dans la situation inhabituelle de ne pas savoir grand-chose sur leur propre expérience. Et peut-être fait étonnant, mais j'ai eu l'occasion d'étudier ça dans une recherche antérieure qui concernait des personnes qui apprenaient à faire leur vie en fauteuil. Il se trouve qu'inventer tout seul des savoirs liés à sa propre expérience prend énormément de temps, prend énormément d'énergie, et la plupart des individus, et des individus, je dirais, plutôt doués, avec des talents, des compétences, produisent 1, 2, 3 savoirs, mais pas forcément grand-chose d'autre qu'ils puissent formellement expliquer, transmettre, montrer. C'est pas si évident que ça, que de produire du savoir expérientiel qui n'est pas fondé sur la possibilité de mailler avec comment les autres, ceux qu'on fréquente dans la vie ordinaire, comprennent également le réel. Voilà, donc il s'agit vraiment de penser comment donner du sens à son expérience et comment créer du sens commun pour pouvoir partager cette expérience avec d'autres.
Et voilà, et ça n'est pas du tout quelque chose de facile quand on n'a pas l'occasion de fréquenter et de vivre surtout des situations communes, partagées, ordinaires. Et donc, se pose la question de la mobilisation des savoirs expérientiels plus rares. Effectivement, ils existent, on peut le constater, on peut en objectiver, en formaliser un certain nombre. C'est probablement simplement la partie émergée de l'iceberg. Je veux dire que probablement on en voit 10-15% qui sont beaucoup plus évidents que les autres à saisir, et que certainement, en tout cas le programme expert se déroulant, on se rend compte de l'immensité de ces savoirs, dont une grande part finalement sont même ignorés par leurs propres détenteurs. C'est-à-dire que vous pouvez savoir faire, mais ne même pas y penser. C'est une routine cognitive incorporée, et donc ne même pas être conscient d'un savoir-faire dont vous êtes en possession. Et en tout cas, si jamais vous en aviez conscience, ne pas être capable de le décrire pour des tas de raisons que je n'aurai pas le temps de développer en 15 minutes. Voilà. Donc c'est important. Pourquoi ces savoirs expérientiels plus rares présentent de l'intérêt? Tout d'abord pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes. Également parce que plus elles ont de savoir sur ces expériences qui sont finalement peu comprises, peu élaborées collectivement, plus elles ont de savoir, plus elles peuvent choisir et s'autodéterminer, et davantage, et elles peuvent davantage se prendre en main, tout simplement. Donc c'est aussi la question de l'empowerment. Donc ça c'est très important pour toutes ces raisons-là, mais une question et un des obstacles majeurs aujourd'hui est ces savoirs ne sont-ils finalement pas uniquement des savoirs individuels, très personnels, très singuliers, liés vraiment à des contextes de production qui sont la vie de un tel ou un tel, et peut-être le contexte matériel dans lequel il vit, etc., etc. Et également, est-ce que ce ne sont pas toujours des savoirs qui sont éminemment subjectifs, parce que très directement issus de l'expérience, du vécu par les personnes. Voilà, donc ça, ce sont aussi des obstacles à la légitimité ou simplement à la mobilisation plus vaste, un recours plus important au savoir expérientiel. Et donc, j'ai mené une réflexion théorique qui a permis d'aboutir à distinguer en quoi, dans les savoirs expérientiels plus rares, il y avait bien sûr du singulier et du subjectif, mais pas seulement. Il y avait aussi également ce qu'on peut appeler du perjectif. Alors, le perjectif, vous en avez la définition qui est affichée à l'écran. C'est un travail donc qui permet de distinguer un savoir qui ne serait pas subjectif, au sens où qui ne serait pas valable seulement pour tel ou tel individu, mais qui vaudrait pour beaucoup plus, c'est-à-dire un collectif, et en l'occurrence le collectif des pairs. Et c'est également un savoir qui n'est pas subjectif, au sens où il ne découle pas des préférences ou des affinités ou des habitudes de tel ou tel. Il est indépendant des volontés de tel ou tel. Et donc, en ce sens-là, on pourrait considérer qu'il est objectif, mais objectif pour les pairs, parce qu'il ne serait pas valable pour tous les esprits. C'est la définition de l'objectivité en langue française. Autrement dit, pour tous ceux qui ne vivent pas également l'expérience. Donc là, le savoir perjectif, c'est un moyen d'arriver à distinguer dans l'ensemble des savoirs expérientiels rares ce qui relève vraiment du cas singulier, et ce qui permettrait aussi de penser une forme d'objectivité très particulière, qui n'est pas une objectivité au niveau de l'ensemble des êtres humains, mais une objectivité qui ne vaudrait que pour les pairs, c'est-à-dire ceux qui vivent ce type-là de situations singulières. Par exemple, quand vous êtes quelqu'un qui vivait en fauteuil et que vous déambulez sur un trottoir, vous avez en général appris quelques repères de cette expérience, de la pratique du trottoir en fauteuil. Vous avez une idée de la largeur qui est nécessaire pour pouvoir effectivement déambuler avec votre fauteuil, et vous savez calculer si, quand vous voyez des voitures garées, vous pourrez passer ou pas sur ce trottoir. Vous savez repérer les dévers. Pourquoi? Parce que ça peut vous mettre en difficulté, voire vous faire chuter, suivant la vitesse à laquelle vous les prenez, suivant le type de revêtement, s'il est
complètement lisse ou pas du tout à cet endroit-là, suivant. Enfin, donc, voilà, il y a tout un tas de repères qui se construisent avec l'expérience et parfois avec un certain nombre de désagréments comme la chute, mais qui font qu'après, on a une pratique du trottoir qui n'est pas du tout celle de quelqu'un qui marche sur ses deux jambes. Donc, il y a tout un tas de savoirs qui sont issus de l'expérience de la déambulation en fauteuil sur un trottoir et qui ne relèvent pas non plus de la singularité ou de la subjectivité de tel ou tel. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui déambulent en fauteuil sur un trottoir, on peut effectivement objectiver qu'elles font attention au dévers, qu'elles vont faire attention à la largeur et que ça, c'est inhérent. Ça peut ne plus être conscient, être complètement intégré de manière dans une routine cognitive, mais ceci dit, ce sont effectivement des repères qui sont au moins intégrés et qui, dans ce sens-là, ne sont pas objectifs au sens où ça vaudrait pour tous les individus qui déambulent sur un trottoir, mais qui valent pour tous les individus qui déambulent en fauteuil sur un trottoir. Voilà, donc ça, c'est le concept de savoir perjectif. Donc, c'est un article que vous pouvez retrouver qui est sorti en septembre 2020. Vous avez la référence, il est en ligne, il est gratuit. Tout ça, ça nous permet ce passage du niveau individuel au niveau de l'action publique. Pourquoi? Parce que précisément, ce sont des savoirs qui valent pour l'ensemble des pairs et non pas simplement pour tel ou tel individu. Donc, ça permet vraiment de pouvoir penser à un niveau beaucoup plus méso ou macro. Et donc, ces savoirs expérientiels issus de situations plus rares comme l'expérience de vie en situation de handicap, de la maladie chronique, etc., s'ils sont perjectifs, peuvent être extrêmement utiles, notamment pour penser l'offre de services, la diversifier ou améliorer sa qualité. Et donc là, il y aura probablement des nouveaux métiers à venir, et notamment les métiers en émergence, le pair accompagnement, où là, effectivement, le savoir perjectif peut être très utile, les métiers de facilitateur, mais on a aussi les métiers de tous ces personnes directement concernées qui viennent participer à des groupes de travail pour co-designer au ministère l'action publique, ou pour toutes ces personnes qui vont pouvoir aussi proposer une représentation de leur père. Donc, oui, pardon, c'était la diapositive suivante, j'ai pas pensé à vous le dire. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire des choses pour cette raison-là. Bref, donc répondre, pardon. Donc, ça permettra également, cette mobilisation des savoirs expérientiels rares et perjectifs, de répondre à des problèmes, non pas tels que nous les évaluons dans l'action publique contemporaine, mais aussi de répondre à des problèmes tels que les personnes les conçoivent elles-mêmes. Voilà. Et il se trouve que parfois, le point de vue intérieur à l'expérience peut être différent d'un point de vue objectif extérieur à l'expérience. Voilà, donc ça sera intéressant d'arriver à confronter finalement point de vue perjectif et point de vue objectif et de voir comment on peut les articuler pour travailler ensemble. Il y aura aussi donc ces savoirs expérientiels plus rares et perjectifs auront probablement une grande utilité dans toutes les fonctions de représentation d'usagers, délégués, responsables d'associations, etc. Pourquoi? Parce que dans les instances de consultation, de décision et de gouvernance, il ne s'agit pas seulement de mettre en avant des positions collectives établies collectivement, mais aussi de pouvoir les expliquer et les expliquer sur quelque chose de partagé. Et en ce sens-là, donc, ce type-là de savoir seront particulièrement utiles. Et également, ces savoirs pourront participer à davantage de démocratisation de nos secteurs d'activité. Par exemple, aujourd'hui, la nouvelle définition du travail social fait référence à ces savoirs d'expérience et impulse leur introduction dans l'action sociale, dans l'intervention sociale, comme étant un savoir qui est aussi intéressant et important à articuler avec savoir professionnel et savoir scientifique. Voilà. Ceci dit, pour conclure, le programme expert, ceci dit, est au-delà de tout ce que je vous présente comme possibilité, sérieusement envisageable. Pourquoi? Parce que je suis en lien avec des acteurs qui réfléchissent à ces options-là très concrètement. Le programme expert lui-même est déjà engagé et participe
à soutenir le design et la mise en œuvre de certaines actions publiques et notamment la réponse accompagnée pour tous. D'une manière ou d'une autre, on a souvent été amené à collaborer avec des acteurs de l'axe 3 et puis le projet EPOP dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, et donc on a eu au moins 2 contributions très claires. Une à l'élaboration du cahier des charges pour la formation des intervenants pairs, pour la réponse accompagnée pour tous. Et là, on pratique le conseil scientifique, également un peu de formation et de la production de connaissances dans le cadre du projet EPOP. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour votre intervention et les perspectives qu'elle laisse voir en termes d'action publique. Je propose sans plus attendre maintenant de passer au temps de discussion et j'invite donc Madame Emmanuelle Simon, maître de conférence à l'Université de Lorraine, à nous rejoindre pour 10 minutes de discussion. Madame Simon, est-ce que vous nous entendez? Ah, voilà. Ça y est. Voilà, ça y est. J'appuyais désespérément encore une fois sur le son. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup pour ces 3 présentations que j'espère ne pas trop trahir avec les quelques remarques et éléments de discussion que je vais vous soumettre, qui sont un petit peu d'ordre différent. Ça sera peut-être des liens avec d'autres travaux que vos propositions m'ont rappelé, avec quelques réflexions que j'ai pu aussi mener de mon côté sur les savoirs expérientiels et puis liées aussi à vos perspectives ou propositions que vous avez pu évoquer dans le cadre de ces 3 propositions. Donc, je vais me permettre d'être assez scolaire et reprendre les choses dans l'ordre tout bêtement. Et donc commencer par la première intervention qui évoquait la question de la critique des usagers et sous quelle forme elle s'exprime et les formes de réception de cette critique des usagers du côté des professionnels. Et dans quel cadre cela pouvait modifier éventuellement les pratiques. La proposition était introduite en remettant cela en situation avec un contexte qui était notamment le contexte de démocratie sanitaire, ce qui nous permet un petit peu de faire le lien aussi avec la toute dernière intervention qui aussi finalement posait d'une certaine manière au départ des questionnements un peu équivalents puisqu'on avait ce cadre aussi du contexte du déploiement national de l'accompagnement et du soutien par les pairs, donc là plus récent, et en voyant finalement comment ça pouvait se décliner concrètement et véritablement quelle forme ça pouvait prendre dans les établissements. Donc je pense qu'il y avait quand même une forme de questionnement un peu parallèle entre les 2 interventions qu'on pouvait retrouver. Pour la première intervention, en tout cas, ça m'a fait immédiatement penser aux travaux d'un anthropologue, je ne sais pas si vous connaissez, Erwan Hotès, vous connaissez ses travaux, qui avait travaillé justement sur l'impact de la démocratie sanitaire et dans le domaine psychiatrique et qui s'interrogeait finalement sur une forme d'injonction à l'autonomie des patients et voir de quelle manière finalement les soignants donnaient une place véritable à ce patient qui était à qui on demandait de s'exprimer justement et à qui on demandait d'avoir une sorte de posture un petit peu critique, mais tout en restant toujours suffisamment modéré pour ne pas mettre en cause le système et l'organisation. Donc toute la difficulté de quelle est cette posture critique et dans quelle mesure elle est recevable et quand est-ce qu'elle ne l'est plus. Et j'ai retrouvé pas mal de questions que vous avez soulevées là ici tout à l'heure. Et Erwan Hotès soulevait notamment 3 mécanismes qui faisaient que la réception ne se faisait pas, qui était d'une part un mécanisme qui était appelé d'inadaptation et donc qui était simplement qu'il n'y a pas la culture biomédicale, donc c'est inadapté, la critique,
un mécanisme de disqualification qui était simplement que, en fait, ben voilà, c'est un maintien d'une relation d'asymétrie et on n'est pas légitime pour avoir une expertise. Et ce qui provoquait d'ailleurs, ce que vous avez évoqué, hein, aussi une anticipation par les personnes, donc c'était dans le contexte de la psychiatrie, qui s'auto-censuraient, qui anticipaient justement ce mécanisme de disqualification et qui ne prenaient pas la parole. Et puis un mécanisme de relégation, c'est-à-dire qui on est pour porter la parole des autres, la parole des pairs, est-ce qu'on est légitime ou pas. Ce que j'ai aussi souligné, c'était ce que vous avez souligné immédiatement, hein, c'est que ce que vous interrogez, c'est donc cette question de la critique qui ne recouvre évidemment pas entièrement la question des savoirs expérientiels. Et vous avez utilisé le terme de travail critique. Et donc là, évidemment, on voit aussi immédiatement le lien avec les savoirs expérientiels qui sont des savoirs qui sont le produit d'un travail, très clairement, hein, le travail du malade. Un travail du malade, si on reprend là, je pense évidemment à notre collègue Catherine Tourette-Logis, qui évoque ce travail du malade et ça permet aussi de faire un clin d'œil aussi à la dernière intervention où il a été insisté, il y a eu vraiment, vous avez insisté sur le fait que les savoirs expérientiels ne sont pas forcément formalisables toujours. Et effectivement, ce travail, il y a un travail qui est connu, qui est classique, hein, tout le travail formel reconnu par les soignants, l'apprentissage du vocabulaire, des gestes techniques, etc. Et puis, il y a tout un travail beaucoup plus formel, invisible, et puis un travail qu'on n'a pas envie de voir. Ce travail critique, des fois, on n'a pas envie, en fait, de l'entendre, de le recevoir. Donc ça, c'est aussi, finalement, qu'est-ce que recouvrent toutes les formes de travail qu'on peut avoir dans le cadre des services de soignants. Voilà, j'aurais peut-être une toute petite question pour la première intervention, si je peux me permettre à la fois de poser une petite question. Vous avez insisté sur la dimension aussi, évidemment, donc située, ce qu'on retrouve hein, de toute manière dans les trois interventions, évidemment pour le savoir expérientiel, et sur le travail sur l'environnement, sur le contexte de façon très pragmatique. Ce qui est évidemment lié à l'inscription dans le quotidien et très situé des savoirs expérientiels. Vous avez insisté sur la question de l'importance de l'interconnaissance entre soignants et soignés. Et alors, je me demandais en vous écoutant, finalement, si j'ai eu l'impression que donc vous avez bien exposé les différents contextes en EHPAD et en psychiatrie, hein, qui fait qu'on n'est pas dans les mêmes situations d'interconnaissance, avec une situation où on va plutôt travailler du coup sur le maintien du passé parce qu'on a une véritable interconnaissance, puis une autre situation où il n'y a pas forcément cette interconnaissance, on va plutôt être dans la projection. En même temps, je me demandais si d'une certaine manière, on ne pouvait pas voir dans les deux attitudes une vraie réflexion des soignants en termes de en quoi la pathologie vient limiter la capacité d'agir. Alors effectivement, ils le font et vient un peu limiter le confort de vie habituel, etc. Alors dans un cas, ils le font avec continuité du passé, en se souciant du quotidien, mais dans ce rapport-là, et dans l'autre, plutôt dans une projection. Enfin, voilà, je trouvais que c'était finalement une réponse qui n'était pas inintéressante des soignants. Voilà. Pour la deuxième intervention, il ne faut pas faire trop long, parce que 10 minutes, je sais que c'est rapide. Là, pour le coup, on en revient toujours à la question justement des savoirs d'expérience et quand est-ce qu'on fait savoir. Est-ce que finalement le vécu donne toujours lieu à un savoir, ce qui est évidemment pas le cas. Hein. Vécu et savoir expérientiel ne sont pas synonymes. Et on voit se dessiner à travers ces parcours différenciés. En fait, les contraintes de l'émergence des savoirs d'expérience, vous avez souligné notamment, par exemple, alors on retrouve parmi les savoirs, on peut dire, ce travail qui est de se renseigner, de savoir comment organiser son parcours de soins, de savoir vers qui se tourner, un travail aussi d'entrer en collaboration avec les soignants, tout ça, c'est un travail de malade. Mais on voit aussi dans ce que vous nous avez présenté le découragement,
pour le coup les vraies limites de la capacité d'agir de certaines personnes, et puis une offre qui peut être différentielle. Et puis, donc en fait, là, on voit aussi tout ce qui peut être contrainte qui fait qu'il n'y a pas forcément toujours émergence d'un savoir expérientiel. Donc, avec peut-être des inégalités, alors que je dirais un peu rapidement sociales, mais vous avez évoqué les plus grandes difficultés pour des familles avec enfants. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est aussi qu'est-ce qui fait que les savoirs peuvent, enfin, que le vécu peut finalement se transformer en savoir expérientiel ou pas. Et puis, pour la dernière intervention, donc, vous avez insisté évidemment sur le rôle de l'expérience dans l'apprentissage, hein, de toute manière dans tous les domaines de la vie. Et effectivement, c'est quelque chose d'important. Vous avez insisté sur ces expériences, donc savoir des expériences plus rares. Et je pense que c'est, enfin moi, pour moi, ça rencontre vraiment des réflexions qu'on a pu mener avec des collègues autour des savoirs expérientiels, où on a essayé d'en donner un petit peu une définition, où il y a effectivement l'expérience vécue, donc c'est là, voilà, ce qu'on appelle communément vécu ou l'expérience vécue. La maladie, c'est une expérience vécue. Mais au-delà de ça, ça renvoie, si on essaye de se confronter à une autre langue, en allemand, je vais peut-être mal le prononcer, mais Erleben, c'est l'expérience de vécu de manière générale. Et l'Erfahrung en allemand, par contre, c'est une expérience. Là, c'est une expérience en tant qu'événement singulier et en tant qu'événement qui fait sens et qui est très particulier, qui se distingue de l'expérience habituelle. Donc, pour moi, ça faisait écho à ce que vous évoquiez aussi comme expérience plus rare, toutes les expériences n'étant pas évidemment égales. Et alors, pour votre concept alors, de perjectif, que je vais aller tout de suite après découvrir votre article que je ne connais pas, mais là encore, alors c'était une question que je me permettrai. C'est que donc pour moi et les collègues avec qui on a travaillé cette notion, hein, aussi dans une dimension plutôt approche théorique des savoirs expérientiels, la question du savoir expérientiel, qui est une notion très à la mode, mais en même temps, si on essaie de la creuser, ça pose la question de savoir qu'est-ce qu'un savoir et qu'est-ce que l'expérience. Donc, on a déjà évoqué qu'est-ce que l'expérience, qu'est-ce qu'un savoir. Un savoir, c'est différent d'une connaissance. Une connaissance, c'est quelque chose qui est lié plus à un individu, plus à un contexte, plus dans des connaissances avec, par familiarité. Le savoir, une connaissance partagée, stabilisée, collectivement reconnue, validée. Et donc, forcément, les savoirs expérientiels, si on est sur la notion de savoir, s'élaborent de manière intersubjective. C'est un partage collectif d'éléments qu'on peut observer à partir de son expérience. Donc, il y a une dimension nécessairement, on va dire, collectivement partagée et construite. Alors moi, j'avoue que j'ai plutôt l'habitude d'envisager ça sous le terme d'intersubjectivité ou de la dimension intersubjective. Je ne sais pas si c'est proche de votre notion enfin, s'il y a ça dans la notion de perjectif. Voilà, c'était une question. Et toute dernière question qui concerne tout le monde, je pense, pour les trois interventions, je dirais que donc sur vos propositions et perspectives que vous avez émises, quelle a été l'implication des concernés dans ces propositions, dans l'état actuel de vos projets et dans quelle mesure cela a été restitué éventuellement ou co-construit, ou enfin voilà, quelle posture vous avez vis-à-vis des personnes qui ont participé à la recherche et des concernés immédiats de votre recherche. Et je vous remercie beaucoup pour ces trois propositions extrêmement riches et j'espère ne pas avoir été trop en décalage avec ce que vous avez voulu nous faire entendre cet après-midi. Merci beaucoup pour ce beau temps de discussion. Je vais peut-être inviter Madame Bénédicte Marabé, qui est responsable du pôle études et observations du CREAE Nouvelle-Aquitaine, qui a participé à l'étude présentée par Sophie Bourgarel, à nous rejoindre pour ce temps de réponse aux différentes questions ou commentaires qui ont été formulés par Madame Simon. Je vous laisse vous
voilà, vous lancer pour ceux qui ont envie de répondre à ces éléments. Est-ce que quelqu'un ose se lancer? Écoutez, je ne vais pas laisser Madame Simon toute seule, je suis désolée. Je peux essayer de dire quelques mots, mais je pense que ça serait un débat assez long à avoir sur... je pense simplement que même si j'utilise effectivement beaucoup le terme d'intersubjectivité, mais que je ne l'ai pas employé là parce que j'avais pas non plus le temps de m'expliquer, etc., et que je ne veux pas utiliser des termes si c'est pas pour ne pas être comprise, en fait. Donc, voilà. Mais oui, je pense l'intersubjectivité. Je pense que je ne fais pas la même distinction entre savoir et connaissance, et que là, ça vient d'une différence d'inscription de paradigme théorique, en fait, et que je m'inscris vraiment dans une sociologie de la connaissance, et qui ne distingue pas savoir et connaissance de cette manière-là, en fait. Voilà. Mais oui, et le savoir et la connaissance, dans la façon que j'ai de les construire, relève de l'intersubjectivité. La question est plutôt quand l'intersubjectivité n'est pas possible. Et l'article que je vous signale sur les savoirs perjectifs, c'est précisément quand l'intersubjectivité n'est pas possible, comment fait-on pour collectiviser quand même, finalement, du savoir qu'on peut produire sur des expériences rares. Voilà. Et donc, la perjectivité, c'est plutôt une réponse à cette impossibilité d'intersubjectivité. Donc voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut le comprendre, mais en même temps, voilà, j'aurais besoin de ne pas avoir seulement 15 minutes pour développer tout ça. Voilà, donc on en restera là pour... Et puis, sur la place et le rôle des personnes directement concernées, je peux aussi dire un certain nombre de choses. Ce programme expert n'est pas arrivé par hasard, n'a pas été conçu par hasard. C'est aussi beaucoup d'échanges. Je travaille beaucoup en lien avec la société civile. Et donc, je fréquente autant des acteurs de l'action publique, mais aussi des associations de personnes directement concernées. Et tout n'étant pas usagère, hein, il peut aussi s'agir de mouvements militants, etc. Voilà. Et donc, les échanges m'ont amené à me poser des questions qui portaient justement sur ces savoirs expérientiels. Et donc voilà, c'est véritablement les échanges avec les personnes directement concernées qui ont amené en tout cas la thématique de la recherche et aussi le type de difficultés qu'ils rencontraient, puisque une des éléments que j'ai évoqués comme étant ce que pourrait amener cette formalisation, cette objectivation des savoirs expérientiels plus rares, c'est de répondre aux problèmes tels que les personnes directement concernées les conçoivent et non pas tels qu'ils sont évalués pour leurs besoins. Parce qu'effectivement, quand on fréquente, on coudoie, on vit couramment avec des personnes directement concernées, écoutez, oui, c'est pas la façon dont on pense les choses dans l'action publique, elle a une vraie logique, elle a une vraie pertinence. Elle n'est pas toujours pertinente pour les individus. Et pour eux, des fois, le problème n'est pas là où se situent les besoins qui sont évalués. Je ne sais pas, donner un exemple tout de suite, là, comme ça, sans préparation. C'est pas évident d'être pédagogique sur ces points-là, mais imaginez une personne qui vit, on peut être travailleur social et accompagner des personnes qui vivent de la violence domestique et qui sont même éventuellement accueillies en foyer d'urgence parce que à cause des coups subis par le ou la conjointe. Et comment est-ce qu'ils définissent le problème? Très souvent, ils sont accueillis en urgence à cause de la violence, à cause du fait que peut-être il y a une situation de mise en danger effective, c'est-à-dire qu'en fait la vie est en jeu à très court terme, etc. Et en même temps, est-ce que c'est comme ça que la personne conçoit sa situation? Ou est-ce que c'est comme ça qu'elle va apprendre à la décrire pour pouvoir obtenir ce dont elle a besoin, un répit? Parce que peut-être ce qu'elle cherche est un répit et que c'est bien ce qui explique que dans un certain nombre de cas, les personnes retournent auprès du conjoint ou de la conjointe violente. Peut-être que ce qu'elles recherchent, c'est des soutiens pour arriver à apprendre à l'autre qu'ils aiment, comment gérer leur agressivité, gérer leur stress, gérer un certain nombre d'émotions qui les amènent et qui déclenchent leur violence.
et que finalement, peut-être c'est ce type-là de soutien qu'ils recherchent et non pas d'être accueillis en urgence. Enfin voilà, donc suivant comment les personnes conçoivent le problème, soit à quoi elles sont affrontées, la manière dont elles conçoivent l'épreuve dont elles veulent sortir, elles n'ont pas forcément une pensée qui correspond aux besoins tels qu'on les évalue dans l'action publique. Et voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que ça pourra amener, je pense, probablement au fur et à mesure où on prendra en compte cette diversité de perspectives, à penser de nouveaux biens en termes d'aide technique par exemple, et aussi de nouveaux services. Voilà. Merci beaucoup pour ce retour. Alors, je vois effectivement donc Madame Emmanuelle Fillon qui disait que son micro était coupé par l'organisateur. Et voilà, je vois tous les gestes, donc on va rétablir ça. Donc, Madame Bourgarel et Monsieur Saïta. Je voulais prendre la suite d'Ève Gardien, puisqu'elle finit sur le fait de dire qu'il est important de construire de nouvelles réponses. Nous, c'est exactement ce qu'on a vu. Hein. Il y a effectivement des savoirs expérientiels chez les familles, chez les personnes elles-mêmes. C'est beaucoup un savoir expérientiel aussi qui dit ce dont elles n'ont pas besoin, ce qu'elles refusent. Mais par contre, pour construire une solution, au travers des entretiens qu'on a pu avoir, il y a quand même une grande détresse et une grande difficulté parce que on a des savoirs expérientiels, mais la prise en charge du handicap, c'est aussi de l'accompagnement technique et il y a des choses dont on ne sait pas forcément qu'elles existent. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment ressenti aux côtés des savoirs expérientiels un besoin d'appui pour bien construire une solution. Et c'est vrai que des solutions qui permettent de faire quelque chose comme on le souhaite, comme on en rêve, mais avec un appui technique qui pérennise ce qu'on voudrait construire, ça paraît indispensable. Donc c'est vrai que nous, notre étude, elle montre que le savoir expérientiel, il est évidemment important, mais que là, sur ce point de vue, il y a de la technique qui doit intervenir. Voilà, si je peux compléter ce que vient de dire Sophie et en lien avec ce qu'a dit Madame Gardien, c'est vrai que Sophie nous a dit que parmi les personnes en non-recours des décisions de la MDPH, les personnes avec un handicap psychique ou un handicap moteur étaient surreprésentées. Et je pense que c'est pas par hasard et ça met en évidence effectivement l'écart qu'il peut y avoir entre ce qu'attendent les personnes et ce qu'ont décidé les évaluateurs pour elles. Évidemment, pour les personnes avec un handicap psychique, il y a le déni qui est souvent inhérent aux troubles psychiques, ou du moins l'atténuation, la modération des troubles, et donc on estime qu'on n'a pas beaucoup besoin d'aide. Et puis du côté des personnes avec un handicap moteur, c'est vrai que ces personnes ont conservé leur autonomie, c'est-à-dire elles ont conservé leur capacité à pouvoir faire des choix de vie et les faire en pleine conscience. Et c'est vrai que ces personnes ne souhaitent pas du tout en général entrer dans un établissement, avoir une vie collective, alors que la vie au domicile, comme tout à chacun, pourrait être organisée et qu'elles n'ont besoin que d'aide pour peut-être des actes essentiels de la vie quotidienne, mais elles gardent toute leur capacité de jugement et de choix de vie. Merci beaucoup. Est-ce que Madame Fillon, vous souhaitiez réagir? Oui, j'avais envie effectivement de rebondir sur les remarques de Madame Simon, notamment sur le fait que la critique est toujours le travail critique des usagers et spécialement en psychiatrie, hein, j'ai envie de dire, et à la fois toujours sollicité de la part des professionnels, mais aussi toujours déjà un peu encadré. C'est ce qu'on a essayé de montrer notamment dans le cadre des réunions soignants-soignés. On n'a pas eu tout à fait le temps ici d'aller vraiment dans le détail et Sébastien peut-être pourra amener des exemples complémentaires, mais typiquement, voilà une réunion qui est conçue pour qui est vraiment un échange, une remontée d'expérience des patients sur des sujets
qu'ils choisissent eux-mêmes, mais certains sujets sont d'emblée jugés comme illégitimes. Bon, par exemple, la question des traitements et la question de la sexualité également sont des sujets qui ne sont pas discutables, et ça, c'est des règles qui sont, en tout cas, dans les réunions soignants-soignés qu'on a observées, hein, puisque, comme on a essayé de le montrer à chaque fois, c'est quand même localement que tout ça est organisé. Donc, et il y a effectivement un travail très complexe et très ambigu sur l'expérience personnelle, parce que les patients sont invités à témoigner de leur expérience, à faire part de leurs difficultés, de leur avis, etc. Mais en même temps, on leur demande de ne pas s'en tenir seulement à leur expérience. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que cette expérience soit trop personnelle pour être jugée légitime comme un objet de débat à l'intérieur de la réunion soignée. Ce qui pose plein de problèmes à des gens qui, par exemple, ont une difficulté à monter un peu en généralité d'emblée dans la manière d'exposer leur expérience. Donc, on est vraiment toujours effectivement sur quelque chose d'extrêmement instable et qui voilà, et qui peut susciter aussi des formes de désinvestissement de la part de pas mal de patients, quand bien même ils sont invités à discuter dans ces espaces. Et vous incitiez également sur le porte-parole et tous les questionnements qui jouent autour de ça. Là aussi, alors je pense qu'enfin, ce qu'on a pu constater, c'est qu'en EHPAD, c'était vraiment complètement central. Parce que les capacités. Alors, il y a à la fois cette interconnaissance importante, parce que les gens restent longtemps, c'est leur lieu de vie. Là, l'EHPAD sur lequel on a travaillé fait vraiment un effort très, très, très important pour essayer de connaître en amont la personne, pour essayer de voir si justement elle va pouvoir ajuster sa prestation à la demande spécifique, aux habitudes de cette personne. Mais en même temps, donc, il y a ce travail d'interconnaissance qui est très important, mais effectivement, ce qu'on a pu constater, c'est que les professionnels sont perpétuellement dans un travail d'interprétation et de traduction croisée entre professionnels et de discussion, de récursion avec la famille, avec des tensions qui sont parfois très, très complexes, hein, parce que les professionnels, notamment, sont les premiers à s'apercevoir de la transformation de la personne, de son expérience, de ses désirs, de ses attentes. Alors, les familles restant plus souvent sur la personne avant son entrée en EHPAD. Donc là aussi, à quelle expérience est-ce qu'il faut se rapporter? Est-ce qu'il faut, d'où la présence de, voilà, l'espèce toujours à la fois de référence à l'expérience passée de la personne pour prendre en considération, promouvoir son expérience présente, et en même temps, le travail de persuasion qui est fait par les professionnels auprès des familles pour leur dire que leur aîné, leurs parents, il a changé depuis et que c'est plus tout à fait la même. Donc le travail de porte-parole là, il est vraiment très complexe, très récursif et avec une difficulté particulière. Vraiment pour s'assurer qu'on a tout à fait compris la personne. Voilà, on a des personnes qui ne sont pas complètement actrices, mais qui ne sont pas complètement représentées non plus. Sébastien, je ne sais pas si tu souhaitais… Oui, non. Rapidement, c'était effectivement sur qu'au-delà des effets de contexte, il y avait cette question, quand vous soulignez la pathologie, Madame Simon, et qui pouvait être quelque chose de commun aux deux terrains, enfin aux deux secteurs. Et effectivement, dans les deux cas, il y a cette question du travail de décryptage, un travail qui nécessite de la patience, qui nécessite des savoir-faire, des savoirs-écouter, etc. Donc ça, c'est ce qu'il y a de commun, c'est-à-dire que les demandes, les critiques ne sont pas toujours immédiatement lisibles et que ça nécessite dans les deux cas de savoir aller chercher derrière ce que souhaitent dire les usagers. En revanche, c'est vrai qu'après, voilà, ce qu'on a voulu montrer, c'est que ce travail de décryptage, il s'ancre vraiment dans un contexte, hein, et que là, pour le coup, et aussi les pathologies sont relativement
relativement différentes dans les deux cas, mais que le contexte étant aussi très différent, et ce travail de décryptage est toujours situé, et puis il dépend vraiment des ressources, dépend de la formation des professionnels, etc. Voilà, pour compléter, puis aussi sur l'aspect collaboratif, c'était pas une recherche qui envisageait d'être collaborative, c'était vraiment une recherche de type fondamental assez classique. En revanche, on envisageait effectivement, on avait envisagé des espaces de restitution, des moments de restitution, qui, pour le coup, alors le processus de restitution a été assez perturbé par le Covid, mais on n'a pas pour autant on n'y a pas pour autant renoncé, et on est en train de finir la recherche aussi. Donc on attend d'avoir vraiment bien analysé nos données, pris un peu de recul par rapport à nos résultats pour aller les discuter, les restituer, mais c'est prévu, et ce, autant du côté des patients, des résidents, que du côté des professionnels, des institutionnels aussi, des directions, des services qualité, etc. On a envisagé de travailler un peu avec les services qualité, mais ça n'a pas été très facile, on va dire, dans les établissements en question. Voilà, mais on a fait des tentatives d'essayer aussi de travailler ensemble, de ne pas seulement travailler sur les services qualité, mais travailler avec les services qualité sur cette question de la satisfaction, des réclamations. Mais pour le coup, ça n'a pas été très fructueux, mais on a persévéré sur d'autres recherches. Oui, nous, on n'avait pas répondu sur cette question-là de la restitution et de la participation à la rédaction. Des restitutions, comme c'était une enquête téléphonique avec des gens très différents, on a fait une restitution par mail pour ceux qui avaient accepté, dans le cadre du respect des RGPD, de nous donner leur mail et de recevoir une restitution. Donc, on a fait une restitution de 4 pages très simple qui exprimait les principaux résultats. Et puis non, il n'y a pas eu de co-rédaction avec les personnes, toujours pour la même raison. Ce sont vraiment des gens qui ont été appelés les uns après les autres et qui ne forment pas une communauté existante.